Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir sur Le Client Jérôme Boissou. Jérôme est Head of Global Customer and Employee Experience Programme chez Legrand. En français, son job title, c'est responsable du programme mondial d'expérience client et employé. Bienvenue Jérôme. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, ravi d'être aujourd'hui avec vous. Eh bien, avec grand plaisir, Jérôme, je suis ravie de pouvoir t'accueillir. Tu le sais, quand on a préparé l'épisode, je t'ai dit qu'on avait un peu une dette sur le podcast parce qu'on n'avait pas assez de contenu en B2B. Donc, je suis ravie de pouvoir accueillir Legrand aujourd'hui et de t'accueillir toi. J'ai une question, mais qui va du coup lancer l'épisode au complet à te poser. C'est comment est-ce qu'on lance et on pilote un programme Customer Experience à l'international et en B2B? Parce que j'ai l'impression, dans cette même question, il y a plusieurs challenges à relever. Donc, j'aimerais que tu m'introduises, en fait, finalement, déjà, ce qu'est Legrand, à quel moment vous en êtes venu à vous poser cette question-là, et aujourd'hui, opérationnellement parlant, comment est-ce que ça fonctionne? Ça te va? Ça me va très très bien. Donc, en effet, comme tu le dis, là, on est vraiment dans le cœur du B2B, hein. Legrand, entreprise industrielle française, basée à Limoges, du CAC 40, mais qui aujourd'hui rayonne à l'international. Alors, Legrand, on est très connu pour nos interrupteurs et nos prises de courant, et c'est normal parce que dans le monde entier, il y a presque 2 milliards de personnes qui tous les matins se lèvent et pour allumer la lumière ou brancher leur cafetière, le font dans un interrupteur et une prise Legrand. Donc, on est mondialement très très présent sur ces sujets-là. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, Legrand, c'est des caméras, des solutions pour le data center. On a un leadership affirmé dans des domaines comme l'hôtellerie, les bâtiments de bureaux, la santé. Voilà. Donc, c'est vraiment énormément de produits. C'est plus de 300 000 références, ce qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires fin 2022 de 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis sur les 3 zones avec une quarantaine de pourcents en Amérique du Nord, pareil en Europe et le reste sur le reste du monde. Voilà. Donc c'est presque 40 000 collaborateurs dans 90 pays qui s'attachent à mettre à disposition des solutions d'infrastructures électriques et numériques pour le quotidien des utilisateurs quand ils sont chez eux, à la maison, ou quand ils sont dans le bureau sur leur lieu de travail. Donc voilà, c'est vraiment très très large en termes d'activité. Exactement, et d'où finalement, en fait, si tu veux, l'emphase aussi que je veux vraiment donner à cet épisode, parce que le challenge est colossal, j'ai envie de dire, pour un peu n'importe quelle entreprise, mais je n'ose imaginer dans une entreprise comme celle, comme Legrand, ça doit être colossal, ce que tu fais jour après jour. Et alors, est-ce que tu peux me dire à quel moment la customer experience, elle est devenue finalement cruciale pour l'entreprise? Alors évidemment, s'intéresser à nos clients, on le fait depuis le tout début, et c'est quelque chose qui a toujours été important pour les équipes Legrand, avec notamment des staffings en marketing et en commercial de tout temps très importants. Mais c'est vrai que il y a eu, de par les nouveaux sujets qu'on a à traiter, hein, je pense à l'IoT, je pense au data center, je pense à l'efficacité énergétique, donc tous ces nouveaux sujets d'accélération forte ont nécessité de mieux connaître nos clients qui sortaient un peu plus du cadre, hein. Nos clients historiques, c'est des électriciens, c'est des distributeurs en matériel électrique. Quand on va parler d'IoT, quand on va parler de data center, on va avoir affaire à d'autres types de personnes, hein, des facility managers, des IT et ainsi de suite. Donc, il a fallu qu'on s'intéresse à tout ça. Un peu avant le Covid, nous avions lancé notre programme d'expérience client, qui à l'époque était très centré justement sur cette approche persona
et Customer Journey Map, donc l'identification de ces nouveaux types de clients et comprendre comment on agissait avec eux. C'est un peu les premières étapes de manière générale. Oui, complètement, pour mieux appréhender et diffuser l'information en interne. À la sortie de la pandémie, alors est-ce que c'est dû à ça ou pas, je ne saurais pas le dire, mais on a vite compris que vouloir faire ça, c'était un peu aussi très complexe. Hein, je saute rapidement à une réponse question que tu vas me poser plus tard. C'est combien de personas? On en a plus de 47 aujourd'hui dans le groupe. Wow. C'est énorme à mettre en place et à maintenir. Donc on a compris qu'il fallait prioriser et pour ça, on s'est attaché aussi à mettre en place des systèmes d'écoute, de monitoring, de la satisfaction client pour savoir sur lesquels nous devions agir en premier lieu. Voilà. Donc, ça nous a amené à structurer le programme d'expérience client du groupe sur 2 piliers très importants. Le premier pilier, c'est la mesure et l'amélioration de la satisfaction. On y reviendra un peu après. Et le deuxième pilier, c'est la centricité client de l'entreprise. Faire en sorte que au sein de l'entreprise, tout le monde connaisse nos personas, nos clients, et que dans le quotidien, on se pose la question de qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui aux clients, quel irritant je vais résoudre au travers des réunions ou des actions que je vais mener dans ma journée. Voilà, une mise en place d'un programme autour de ces 2 piliers. Ok, et alors comment tu agis déjà? Qu'est-ce que tu déploies dans ton premier pilier qui finalement est la voix du client? C'est, tu le dis bien, tout ce qui va nous aider à mieux capter la voix du client, l'analyser et ensuite structurer les top priorités. Donc pour ce faire, on a assez rapidement convergé vers la mise en place d'une plateforme mondiale. Nous utilisons l'outil Qualtrics qui nous permet à la fois de mettre en place une enquête relationnelle mondiale. Et j'ai toujours tendance à dire, ça c'est ce qui nous permet de détecter les feux dans la forêt. Donc c'est un questionnaire annuel auprès de la totalité de nos clients pour rapidement analyser, alors évidemment, le Net Promoter Score, le Customer Satisfaction Score, mais aussi du CES et tout un tas d'autres KPI qui nous permettent de bien comprendre où sont les plus grands irritants de nos clients et de le catégoriser par type de client, par zone géographique, évidemment. Ok. Tu peux me dire, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, quel est le taux de réponse à cette enquête annuelle? Alors, je pourrais pas dire le taux précis, mais c'est une très bonne question. En B2B, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans le bas de la fourchette, mais par la complexité de notre chaîne économique. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que c'est différent dans des pays où on a eu une structure de base client et une approche de base client qui est déjà plus mature depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, on est dans des fourchettes autour des 5%, ça va varier, et on a des pays qui sont bien meilleurs que ça. Et voilà. Et donc on s'attache en effet à améliorer ce response rate, mais c'est pas non plus la course à tout prix. Il est plus important de savoir aller capter les bonnes informations auprès des bons clients sans biais que finalement courir après toujours plus de response rate, parce qu'on sait quand même qu'à terme, et on a cette vision-là, il sera de plus en plus difficile de capter des feedbacks clients au travers de ces grandes enquêtes relationnelles. Et j'ai d'autres questions parce que j'ai plusieurs clients à moi qui bossent sur ce type de sujet. Ces enquêtes, vous les envoyez à quel persona? Alors, en fait, on les envoie à tous nos personas principaux pour les clients. Alors, je disais les 47, là, c'est vraiment la totalité. On a entre 10 et 15 personas en fonction des pays vraiment qui sont cruciaux. Donc, on va les envoyer à ces personas-là, avec bien sûr une top priorisation des installateurs électriciens et des distributeurs en matériel électrique, qui pour nous sont vraiment la clé de notre approche marché, mais ça va être aussi des architectes, des bureaux d'études, des tableautiers, des systèmes intégrateurs, enfin voilà, et j'en passe, mais c'est vraiment la totalité de notre base. On veille, pour éviter les biais, que nos pays envoient bien aussi à nos clients directs, qui sont les clients qu'on facture, puisque, comme je l'expliquais, on est en B2B, donc on vend au travers de distributeurs qui revendent eux-mêmes à des installateurs. Donc on vérifie qu'on couvre bien nos distributeurs, qui sont nos clients de premier rang. Et j'affinerai ma question dans le sens où, ok, tu les envoies à ceux qui payent, mais par exemple, quand tu envoies cette enquête à un compte comme Accor ou comme Marriott, quels sont les interlocuteurs que tu sollicites dans l'envoi de cette enquête?
Bah, Est-ce que c'est la personne qui signe ton contrat? Est-ce que c'est la personne qui utilise ou qui... Tu vois ce que je non, veux dire? c'est beaucoup plus large que celle qui signe parce que on y reviendra aussi un peu plus tard. L'important pour nous, c'est d'analyser les signaux faibles. Et donc, il va être aussi très important dans des structures beaucoup plus larges d'identifier des gens qui sont pas forcément de premier lien avec nous, mais qui vont avoir un pouvoir de prescription ou de déprescription très important. Donc, au final, si je peux me permettre, on ratisse large parce qu'on sait dans ces organisations que cette voie-là, elle va porter son importance. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'arrête pas que à la mesure de KPI. Là, jusqu'alors, on a parlé de la plateforme pour aller mesurer du CSAT et autres KPI, mais on utilise aussi fortement cette plateforme pour aller recueillir de la voix du client et de faire de l'analyse sémantique. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment la tendance de demain, c'est de pouvoir aller mesurer comme ça quel est vraiment le sentiment du client. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des très bonnes notes sur des sujets ou des très mauvaises, et que dans le sentiment client, c'est pas tout à fait la même chose. Soit parce que quand le client s'exprime par verbatim ou par la captation de ce qu'il a dit, bah, il est plus expressif ou il explique mieux ce qu'il a envie, ou parce qu'il va rentrer dans plus de détails, on va comprendre bah, que la tendance n'est pas les mêmes. Si je prends un exemple très simple, si je regarde les packaging, on a un niveau de satisfaction client qui est très bon, même très élevé, d'un très très bon niveau. Quand j'analyse les sentiments, aujourd'hui, on a des vrais signaux faibles autour de l'impact de l'environnement, trop de packaging, le plastique. Voilà, tout ça ressort très fortement. Et là, on comprend bien qu'il y a un sujet à prendre et à mettre sur le haut de la pile pour le futur. Donc, cette capacité d'aller analyser, grâce à la plateforme Qualtrics, ces sentiments, extrêmement important, et va du coup reprioriser, parce que la personne qui s'occupe du packaging chez notre client, c'est peut-être pas celui en effet avec qui on signe le contrat, mais lui, il récolte toutes ces infos pour faire un bilan carbone, et donc du coup il faut quand même qu'on ait sa voix. Ouais, chose que tu n'aurais pas forcément eu tu n'aurais même pas eu du tout avec une simple approche finalement quantitative. Ah non, complètement pas assez. Et là j'ai pris un exemple, on sait le voir sur plein d'autres exemples. Parce que, et c'est peut-être là, tu commençais ce podcast en parlant B2C, B2B, on a un taux de verbatim ou de retour qualitatif qui est très très important comparé à du B2C. Hein, on peut avoir jusqu'à 90 voire 95% de retour de questionnaire avec un verbatim qui dépasse le OK RAS. Hein. Souvent des choses très très structurées parce qu'on est dans cette relation de confiance aussi et que Legrand est une marque. Alors Legrand et les marques du groupe parce qu'on agit avec plein de marques localement qui ont cette confiance et cette relation avec les clients. Ok, très clair. Et donc ça, c'est ton premier pilier. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, ce dispositif, tu le déploies tout de suite de façon mondiale. C'est assez ambitieux. Tu vois, tu aurais pu faire un POC sur un pays. Oui, mais j'ai oublié de dire une chose en introduction, c'est que c'était aussi une attente de notre direction générale que d'avoir une consolidation à l'échelle du groupe pour avoir cette vision consolidée. Alors, le choix a été non pas de faire que de la vision worldwide, parce qu'on aurait pu assez rapidement aller collecter un NPS, voire quelques CSAT de manière à agrégée et globale. Non, la volonté chez Legrand, on est très pragmatique, c'est aussi faire des choses qui aident localement les pays, les forces commerciales, les équipes marketing et la R&D à mieux cibler les problématiques de demain. Donc on a en effet mis en place un programme mondial qui permet de consolider et d'avoir un cockpit général de la situation de notre relation client, mais qui apporte de la valeur en local. Et c'est parce qu'il y a cette valeur en local qu'on est aidé par les équipes qui font un travail admirable de diffusion des enquêtes, d'analyse, et qui savent après pouvoir dire tiens, le client il dit ça. J'ai pris l'exemple du packaging, je l'ai pas dit, mais notre enquête on l'a fait en plus de 42 langues. Il y a évidemment des verbatims qu'on ne sait pas lire, même si l'IA aujourd'hui nous apporte une capacité de traduction hyper importante. Mais quand on parle du tagalog, hein, c'est une langue que j'ai découverte, c'est bien d'avoir quelqu'un en Asie du Sud-Est qui sait le parler et qui va
capter et analyser les éléments de cette langue-là. Donc voilà, c'est ce mix qui fait marcher aussi le programme, une vision consolidée worldwide, mais un apport local qui va aller encore plus loin dans l'analyse et la priorisation des sujets qui finalement deviennent super business. Et tu l'as dit en introduction, il y a 90 pays du coup qui sont représentés chez Legrand. Comment est-ce que tu fais pour les animer et les embarquer sur ce projet ? Eh ben ça, c'est le rôle du deuxième pilier, qui est la centricité client. Donc, dans ce volet centricité client, j'y mets les personas et parcours clients qu'on évoquait tout à l'heure, mais j'y mets aussi tout ce qui est animation du réseau de champions. Donc, on a des champions. Chaque pays a un ou plusieurs champions qui va relayer mon message, mais au-delà de ces champions, on fait en sorte que tout le monde soit concerné par le client. Par exemple, tous les nouveaux entrants, ils ont une formation à qu'est-ce qu'un persona, quel est le parcours client, comment tout ça fonctionne, comment on fait pour améliorer la satisfaction de nos clients. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'accueillir 25 nouveaux entrants Legrand France. Alors, je suis basé en France, donc j'ai la chance de pouvoir le faire pour la France, mais chaque pays va pouvoir faire ça. Et donc, cette centricité client, ça passe par tout un tas d'activités, des CX Days qu'on va avoir tous les trimestres. La semaine prochaine, on anime une grande Customer Week mondiale où on va animer des ateliers sur comment l'intelligence artificielle impacte l'expérience client, comment mettre en place des enquêtes transactionnelles, mais aussi, et ça je suis assez fier de ça et du travail qu'ont fait les équipes, c'est comment les métiers parlent à nos clients. Donc voilà, comment la finance impacte l'expérience client, comment les achats impactent l'expérience client. Et des métiers qui sont pas forcément ceux qu'on imaginerait comme les premiers à avoir une relation avec le client. C'est justement ça qui est intéressant. Voilà, c'est comment, quand je suis à la RH dans un groupe comme Legrand, je peux vite me dire, bah oui, mais moi, le client, c'est un peu loin. Non, là, on va vraiment montrer qu'on a des clients qui nous disent des choses qui sont en lien direct avec ce métier de la RH, des achats, de la logistique ou de la finance. Donc, c'est ça qui permet aussi de créer cette valeur et de aller encore plus loin. Et il y a une autre chose dont je suis très fier d'avoir pu le mettre en place, c'est ce qu'on appelle la Voice of Customer through Employee. Désolé, je le fais en anglo-saxon parce que c'est VOCE. Donc c'est la voix du client, mais vue à travers le regard de nos employés. D'accord, vas-y, raconte. On se veut être une entreprise empathique, vraiment dans cette voilà, on n'est pas à la place de nos clients, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Et donc, en même temps qu'on fait l'enquête auprès des clients, on a mis en place cette méthodologie qui est portée par un cabinet qui s'appelle Teresa Monroe. Et ce cabinet nous a aidé à faire le questionnaire, mais cette fois-ci rempli par les employés du groupe Legrand. Et donc, vous travaillez à la R&D, au marketing, à la finance, aux achats, à l'infirmerie. Et là, je vous dis, réponds à ce questionnaire comme si tu étais un installateur électricien ou un distributeur. Et c'est hyper bluffant. Je dois avouer qu'au début, j'étais un peu dubitatif sur le résultat que ça allait donner. Et on voit vraiment, très clairement, les endroits où on a une vision clairement empathique. Et pour tout vous dire, on a, nous, une symétrie des attentions qui est presque parfaite. On est sur tous les points assez comparables. Mais évidemment, ça met en exergue des endroits où on va être un petit peu moins bon dans l'empathie, où on se dit, non, mais là, tout va bien. Puis le client nous dit, non, ça va pas si bien que ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où c'est l'inverse. On se juge plus mal que le client nous juge. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on a envie de faire mieux et ça engage les équipes. J'ai eu une progression très forte à la participation de cette enquête parce que les équipes derrière m'ont dit c'est super intéressant, j'ai envie de savoir moi, mon équipe, est-ce on se voit bien ou on se voit moins bien que ce que dit le client et ça participe à cet engagement client et à cette centricité client. Alors attends, j'ai besoin que tu m'expliques plus précisément. Concrètement, ça veut dire que les collaborateurs reçoivent une enquête dans laquelle on dit « Marine, aujourd'hui, tu es installatrice. Voici ce qu'un client te dit. Qu'est-ce que tu lui réponds ?» On lui dit, on dit à Marine, tu travailles dans une entreprise dont le principal client est un installateur électricien, essaie de répondre comme si tu étais un installateur électricien. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose que Marine me dit, parce qu'il y en a qui viennent me voir en disant, mais Jérôme, je sais pas, moi, ce que l'installateur y pense. Alors là, déjà, c'est une première forme de réponse. Je dis, si tu sais pas du tout, à aucun moment, ce que l'installateur pense,
il y a un problème, c'est qu'il faut à minima que tu puisses savoir si, par exemple, tu travailles à la R&D, je reprends l'exemple du packaging, il y a des questions sur le packaging, réponds à minima sur les questions du packaging. Tu dois quand même bien savoir ce que pense le client de ça, puisque c'est ton quotidien. D'accord, ok, j'ai compris. Et donc, ça permet de capter ça. Alors, au début, on m'a dit, non, mais il va y avoir beaucoup de lacunes, beaucoup de biais. Ce n'est pas ce que les résultats démontrent. Et après, il y a une forme d'analyse qui est extrêmement intéressante. Et là aussi, je vous engage à vous rapprocher du cabinet Teresa Monroe parce qu'ils sont les porteurs de cette approche qui est extrêmement intéressante et qui permet de vraiment prioriser les sujets vis-à-vis des clients. Parce que, pour conclure sur ce sujet-là, on s'aperçoit qu'à 2 niveaux de satisfaction identiques sur sur 2 touchpoints différents, là où en interne on va se juger encore plus mal, ça veut dire que c'est vraiment là qu'il va falloir agir. Et il va falloir agir parce que le client dit qu'on n'est pas bien, et en interne, on vit aussi cette douleur, et on sent qu'il va falloir vraiment travailler ce sujet-là. Donc c'est un outil formidable de priorisation des sujets. Ok, hyper intéressant. Je reviens à ta communauté de champions. Tu m'as dit qu'il y avait 120 champions qui avaient été identifiés sur les 90 pays. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux juste préciser comment est-ce que vous avez choisi ces champions et est-ce que finalement le nombre de champions par pays est proportionnel à la taille du business ou dis-moi. Alors, comment on les a choisis, c'est venu assez naturellement parce qu'on parle là de business, d'interaction. Donc, naturellement, ont émergé des responsables marketing, des responsables de centre client. Donc, voilà, on a commencé plutôt à bâtir ça avec des gens qui avaient cette relation habituelle avec les marchés. Idem dans les business units avec plutôt des gens orientés marketing. Et puis après, pourquoi il y a des endroits où il y en a un et d'autres où il y en a 4 ou 5 ? C'est très souvent parce que localement, le sujet a été appris à bras-le-corps et qu'on va traiter un sujet plus précisément. Donc ce n'est pas lié, pour répondre à ta question, forcément au chiffre d'affaires de la filiale ou parce que tel département est plus important, mais plus parce qu'on va avoir traité un irritant client. Je prends un exemple très simple. Voilà, il y a des pays qui ont voulu s'attacher aux irritants autour de la formation des clients. Là, naturellement, nous ont rejoint dans le réseau de champions des spécialistes de la formation client. Et très souvent, quand ces personnes rejoignent le réseau, ils en retirent tellement de la valeur dans leur quotidien et dans le sens que ça donne à leur mission, que très souvent ils disent c'est bon, on a résolu l'irritant, je m'en vais. Enfin, ils pourraient dire ça. Et non, finalement, ils restent parce que ils y trouvent aussi une source d'information hyper intéressante. Donc, on a comme ça des gens plutôt attachés à des projets, à des résolutions d'irritants qui nous rejoignent. Et le réseau, naturellement, va croître pour, in fine, je l'espère, un jour, on comptera plus les champions puisque tout le monde sera le champion dans son domaine de la relation avec les clients. Très bien. Et alors toi, une partie de ton job, c'est d'animer ces 120 champions. Comment ça se passe avec eux ? Comment est-ce que tu pilotes ça ? Oui, complètement. Une grande partie de mon activité, c'est d'animer ce réseau, de faire en sorte qu'on leur diffuse la bonne information, qu'ils ont le bon niveau de connaissance. Par exemple, on vient de remettre à jour un module de e-learning interne qui permet à tout le monde d'avoir le bon niveau de maturité sur les sujets de customer experience. Donc voilà, j'ai retravaillé ce module-là. Ça va être aussi d'animer, comme je le disais tout à l'heure, c'est Customer Experience Day. Donc là, on est plutôt sur tous les trimestres où je vais aller chercher à l'extérieur des benchmarks et leur partager. Ça me permet aussi de leur dire, voilà les choses à voir, les choses à faire localement. Je leur dis, Marine, en France, écoutez le podcast de Marine parce qu'on y entend quand même toujours des choses très intéressantes. Donc c'est aussi les rendre curieux parce qu'évidemment, je peux pas faire ça à l'échelle du monde entier. Donc je leur dis, voilà, il y a telle ou telle chose qui sont faites et allez-y. Et pour le coup, pour sacraliser ça, on a créé aussi des CX Awards. Et ça, c'est vraiment dans l'idée de partager les bonnes pratiques. Tu imagines bien que dans un groupe comme nous, il y a plein de bonnes choses qui sont faites, mais c'est pas facile pour que ceux qui sont en Indonésie comprennent ce qui est fait au Pérou, voire même des fois, ce qui est fait en Normandie soit partagé avec ce qui est fait en PACA. Et donc, on organise comme ça des awards qui permet à chacun de partager les bonnes pratiques
Et après, lors de la cérémonie, on est toujours dans ah ouais, vous avez fait ça, c'est super bien, et on est hyper intéressé. Mais Voilà. alors attends, parce que TCX Day, TCX Awards, il y a que tes 120 champions qui sont conviés ou est-ce qu'il y a aussi les autres collaborateurs? Non, tout le monde. Moi, D'accord, c'était ça mon quiproquo. voilà, OK. il y a pas de limite. Il y a évidemment les interlocuteurs de base, si je peux dire comme ça, sont les CX champions, mais est invité qui a envie. Aujourd'hui, on a des moyens quand même de communication qui permettent de faire très large et de diffuser ça. Tout le monde, pour moi, est un champion de la relation client en devenir. Donc, c'est extrêmement important que un collaborateur se dise pas ah oui moi je suis à l'usine donc je suis pas concerné par ce genre de choses. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple. On était récemment dans une usine en Normandie où on fait les bornes véhicules électriques et il y avait des témoignages des équipes sur le terrain qui produisent et assemblent ces bornes qui étaient d'une richesse extraordinaire pour l'amélioration de la satisfaction client. Donc ce sont des ambassadeurs. Par exemple, on parlait de la visite de nos usines, c'est des gens qui sont des ambassadeurs et donc c'est hyper intéressant que ces équipes-là partagent leurs bonnes pratiques qu'ils mettent en place en Normandie pour que ça diffuse en France et au-delà de la France dans d'autres pays. Donc tout le monde est amené à être champion. Il faut quand même avoir une structure pour diffuser le message, mais non, ça concerne bien tout le monde. Et il y a une question que je me pose aussi, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur, la déresponsabilisation ou la surresponsabilisation des équipes et quand on pilote finalement un projet comme celui-ci au niveau mondial, je me demande, où est-ce que tu mets le curseur, pour finalement qu'il soit engagé de façon pérenne, mais en même temps, pardon, on soit pas dans de l'infantilisation et cetera, tu vois? C'est est-ce que tu leur dis étape 1, étape 2, étape 3, tu fais ça et puis tu tergiverses pas et c'est comme ça? Ou est-ce qu'ils ont plus de flexibilité et de souplesse dans leurs actions territoriales? On va pas se mentir, c'est un savant mélange des deux. Il faut savoir donner un cadre, parce que si on part partout de zéro et qu'on donne pas de cadre, ça risque en effet partir un peu dans tous les sens et perdre du temps, perdre des ressources. Et du coup, les gens vont pas forcément trouver du sens à tout ça. Ils vont se dire, oh bah oui, j'ai rempli un persona, mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'ai mis à jour des pain points. On m'a réuni, là, on a mis des post-it pendant une demi-journée, mais à la fin, je sais pas. Voilà. Non, il faut poser un cadre. Alors nous, le cadre, il est plutôt très bien posé parce que c'est pour nous tellement important que cette approche, elle est aussi dans notre démarche, CSR. Donc elle est encadrée, elle participe à nos critères extra-financiers et pour les équipes et pour nous, c'est extrêmement important de montrer que c'est pas juste quelque chose comme ça. Non, tu parlais de Perrin, c'est vraiment pour nous, ça fait partie de l'entreprise. Et puis après, il faut donner les moyens aux personnes sur le terrain d'innover, d'accélérer, parce qu'ils vont avoir les bonnes idées, parce qu'ils sont au contact des sujets, soit les sujets métiers, soit les sujets clients. Et c'est là où le déploiement d'une plateforme, le déploiement de guidelines, donc ce cadre, va vraiment fortement aider parce que les gens sur le terrain, ils savent pas toujours par où commencer et comment faire. Et donc, du coup, une fois que le cadre est donné, que le sens est donné, les gens s'approprient la chose et ils se l'approprient pas pour faire plaisir aux équipes centrales, mais parce que ça leur apporte de la valeur. Et donc, pour moi, la meilleure chose, c'est que rapidement, ils en dégagent de la valeur et ils se disent, ah ben voilà, moi, je m'investis, je vois le retour, et du coup, je sais sur quoi je dois travailler le prochain coup, ou je sais ce que je dois mettre en place. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de laisser la main avec un cadre bien précis pour que tout le monde s'exprime de la manière dont il souhaite. Donc, par exemple, quand tu déploies ton enquête annuelle, si je comprends bien, tu, par exemple, imposes la date, imposes la liste des questions et tu donnes un pour action à chacun des pays. Ouais, alors c'est la très bonne question, Marine. Par exemple, la première année, on avait fait ça. On avait imposé la date très précise, voilà, 3 semaines, de telle date à telle date. Il y a des pays qui sont venus en me disant, ah mais Jérôme, à cette date-là, c'est Diwali en Inde, nous on a ça. Et tout. Donc voilà, par exemple, une chose où le cadre il a un peu bougé. Donc maintenant, on a un peu plus de flexibilité sur la date et c'est pas si grave que ça. Par contre, c'est pas un le fait en janvier, l'autre en novembre. Non, c'est assez précis, mais on a un cadre qui nous aide. Par contre, on va leur laisser plus de latitude sur les questions. Ils vont, par exemple, bénéficier d'un certain nombre de questions à leur gré.
à leur gré. Voilà. Donc, voir, certains vont me dire, mais on aimerait bien aller chercher ce KPI ou analyser ce sentiment-là. Donc, ils vont avoir comme ça des latitudes. Et plus on va descendre à la proximité de leurs besoins, plus ils vont avoir de latitude. Et en plus, du coup, l'analyse qu'ils font derrière des réponses finalement à cette enquête, elle se fait en local? Exactement. Ok. On est dans une cascade cette fois-ci inversée, analyse en local, puis par zone, puis au global. Là aussi, ils ont des figures imposées, hein, ils savent qu'ils doivent faire telle analyse. Après, ils vont aller chercher aussi les points qui leur paraissent hyper pertinents. Et c'est toujours intéressant parce que le diable se cache dans les détails. Avec la vision groupe, on va pas forcément voir des choses que eux vont voir localement. Et comme peut-être 10 pays ou 10 sujets vont remonter, on va se dire, ouh là là, on les aurait pas vus comme ça. Mais comme là, il y en a 10 qui l'ont remonté, on sait que c'est un signal faible et il va falloir qu'on en tienne compte. D'accord, ok, très clair. Il y a une des parties prenantes de l'entreprise dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même le COMEX. Et alors eux, comment est-ce qu'on fait pour les embarquer? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette demande qui émanait du COMEX, de cette consolidation globale. Donc ça a aidé, mais ça aurait pu s'arrêter encore une fois juste à consolidons un NPS rapidement et voilà. Non, là il y a une vraie volonté du COMEX parce qu'il croit à ce besoin d'être au plus près de nos clients, de les comprendre. Et d'ailleurs, la totalité du COMEX, on le voit très régulièrement sur le terrain, au contact avec nos clients. Donc, je crois que c'est dans l'ADN aussi de Legrand et a fortiori dans celle du COMEX que d'être dans cette écoute et ce besoin d'être au plus près du terrain. Donc là-dessus, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour les convaincre. Ils étaient convaincus. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que ça perdure dans le temps et que ils soient avides de ces retours-là. Et là aussi, ils sont pareil très contents quand on peut revenir en disant ben voilà, il y a un sujet, on l'avait pas imaginé, mais quand on regarde la photo globale, ben ce sujet c'est un signal faible et il risque de devenir un risque potentiel à moyen terme. Et donc ils sont hyper attentifs à ça. Et donc il y a des allers-retours voilà au quotidien. Et moi ce que j'aime aussi c'est qu'ils participent dans l'action de centricité client. Par exemple, on parlait des CX Days. Tous les CX Days trimestriels, ils sont introduits par un des membres du COMEX qui vient non pas juste pour dire ben voilà c'est important, non, souvent ils participent, ils restent et au travers des questions, ça permet d'avoir la totalité des collaborateurs qui sont en prise avec ces personnes-là. Donc c'est très opérationnel et ça leur permet d'être en prise avec ce qui se passe et aussi de comprendre les priorités et après de redriver ces priorités-là quand moi je les rencontre plutôt dans mon rôle. Voilà, c'est quoi les 3, 4, 5 prochaines années de ces sujets. D'accord, ok, très clair. Bah écoute, t'as bien de la chance et je suis ravie pour toi que ça se soit passé comme ça. J'ai pour finalement un peu finir ce sujet et se dire bah quels sont les learnings que tu tires de ce lancement du programme Customer Experience. Aujourd'hui, bah ça fait déjà plusieurs années que le programme il existe. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais peut-être de façon différente ou pas du tout? Et si tu avais des conseils à partager à nos auditeurs, quels seraient-ils au-delà de tout ce que tu as pu verbaliser auparavant qui était très intéressant? Tu l'as dit, Marine, c'est quand même quelque chose d'assez énorme et de le découper non pas l'approche du programme, de découper ça non pas en zone géographique ou en disant bah ça vous verrez plus tard. Je crois que l'un des succès c'est d'avoir vu ça global, mais de couper les sujets. Donc de revenir sur la base qui était la mesure de la satisfaction pour choisir les combats. Ça a été un succès parce que on aurait voulu tout mener de front. Je suis pas sûr qu'on soit là où on en est aujourd'hui. Donc de vraiment revenir sur cet aspect plutôt quanti, quels sont nos objectifs, où on veut aller, nous a permis de mieux travailler la centricité client, les personas et les journey maps. Donc ce phasing de voilà, commencer étape par étape, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. On dit souvent dans mes métiers qui sont cross entreprise, oh l'outil, on parle des outils mais c'est pas important, on verra ça plus tard, l'important c'est l'objectif, la stratégie. Ouais. J'ai un peu de mal avec ça. L'outil, il est en tout cas dans ce sujet-là hyper important. Bah, il fait partie des clés de succès. Voilà. Et on va pas se mentir, il y a des bons outils, il y a des mauvais outils. Donc, c'est le choix de l'outil aussi dans la plateforme, dans la diffusion de la plateforme, ça a été quelque chose de clé.
Après, moi, ce que je regrette, alors là, c'est plus personnel comme regret, c'est que tout ce temps-là, c'est du temps que je passe pas au quotidien, au plus près justement des clients. Alors, je lis des centaines et des centaines de verbatim, mais j'aimerais bien reprendre un peu le terrain pour aller voir un peu plus précisément ces clients en face à face. Mais voilà, ça c'est la rançon de devoir structurer tout ça. Mais voilà. Sinon, à part ça, je trouve que on est plutôt sur la bonne voie. Et j'espère rapidement pouvoir aussi initier d'autres étapes et une progression sur d'autres techniques d'écoute de la voix, de la compilation de la voix du client qui m'intéressent fortement. Eh ben écoute, tu pourras revenir nous en parler avec grand plaisir, Jérôme. J'aimerais clôturer cet épisode avec toi avec nos 3 questions clés. Tu les connais. Voici la première. Quelle est ta meilleure expérience client, Jérôme? Alors, ma meilleure expérience client, moi je fais pas mal de sport et je dois avouer que j'ai une expérience particulière avec une marque qui s'appelle Ironman, qui fait du triathlon. Et je trouve que la manière dont, quand on parle d'expérience client, on parle d'émotion, mais la manière dont l'émotion est traitée avant la course, pendant la course, après la course, et c'est assez un modèle pour moi de savoir comme ça organiser tout un tas d'événements, de relations, d'échanges, sans trop non plus être trop intrusif, trop voilà, je trouve que c'est une marque, encore une fois, peut-être parce qu'elle est vraiment dans l'émotion vis-à-vis de ma passion, mais voilà, qui résonne et qui apporte beaucoup, notamment dans la capacité en tant qu'amateur d'être au contact de professionnels. Enfin voilà, donc c'est un package d'émotions qui sont liées à une expérience. Et si on revient plus sur la technique, parce que ce qui peut nous intéresser avec un regard de technicien, digital, physique, à distance, voilà, tout y est. Et j'ai du mal à trouver des fois des accros, si ce n'est mon temps à l'arrivée, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, pour moi, une des meilleures expériences, c'est ce que peut déployer une marque comme Ironman, ou j'aurais pu dire à Maurice Sport aussi, à Esso, qui fait des choses formidables autour du Tour de France. Ou Ouais, du tu vois, c'est un marathon. secteur qu'on n'a jamais eu sur le podcast. C'est intéressant. Je pense qu'on n'a jamais eu enfin, sauf erreur de ma part, et peut-être que les auditeurs pourront me corriger, mais d'événementiel. Ah oui, Ouais. ASO, enfin voilà, pour le coup, alors Ironman n'est pas français, mais enfin quoi qu'il y a un président de France qui est plutôt assez admirable, mais chez ASO avec le siège à Paris, il y a peut-être de très belles histoires à aller chercher. Comment le modèle du sport se réinvente du professionnalisme vers les amateurs, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est une de mes passions, mais c'est assez bluffant. Ok, bah écoute, intéressant, à creuser. Et alors à l'inverse, Jérôme, quelle est ta pire expérience client? Ma pire expérience, alors je voyage pas mal, même si j'ai dit que je voyais plus trop de clients ces derniers temps, mais quand même je voyage pas mal, et je dois avouer que j'ai une expérience, je sais pas si je dois citer la marque de la compagnie aérienne, non, je la citerai pas, mais où tout s'enchaîne mal, et ça arrive pas qu'une fois. Donc quand on peut dire que ça se répète, c'est que c'est vraiment ça va pas. L'expérience digitale est pas bonne, l'avion atterrit pas où il faut, les bagages sont perdus, et tout se passe mal. Donc là aussi, hein, expérience égale émotion. Donc là c'est l'inverse, quand on est bloqué dans un aéroport et qu'on sait pas quand est-ce qu'on va repartir, les émotions sont très négatives. Et du coup, ça engendre vraiment une vision terrible de cette expérience client. Pourtant, je sais que ce sont des marques qui investissent énormément dans ces sujets-là, mais néanmoins, je pense qu'il y a une marge de progression qui est colossale. Quand tout va bien, mais quand il y a un tout petit accro, voilà, ça va pas bien. Et pour refaire le lien avec le sport, quand vous avez votre vélo, pardon, qui se balade un peu partout dans le monde, on est un petit peu stress et on aimerait bien que ça se passe un peu mieux que ça. Mais voilà. Mais je sais pas s'il y a pas une théorie qui aurait été officialisée sur le fait que généralement, quand ça commence à mal se passer, ça ne fait que de s'enchaîner avec des choses mal, tu vois. Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, je tiens à préciser, c'est pas une compagnie aérienne française. Au moins, ça en dédouane, Bon, parfait. ça en dédouane une. Et alors, pour finir cet épisode, Jérôme, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast? Ah, mais écoute, j'avais une personne en tête. Alors, je dois avouer que j'écoute ton podcast régulièrement, mais j'ai peut-être loupé son intervention, enfin, en tout cas, l'intervention de son entreprise. Et puis, j'ai été pris de doute parce qu'hier, j'ai vu quelqu'un d'assez admirable, pas plus tard qu'hier. Donc,
Du coup, je vais me permettre de te proposer deux noms. Alors c'est bien, il y en a un B2B et un autre plutôt Parfait. B2C. Non, je suis assez bluffé par le programme expérience client de Air Liquide, qui est une très belle société. Voilà, on a des points communs d'ailleurs entre Legrand et Air Liquide sur ce côté franco-italien. Voilà. Et bon, B2B. Donc Andrea Saita qui pilote le programme est quelqu'un d'hyper intéressant et qui pourrait en effet parler de tout ce qu'ils font chez Air Liquide. Et pas plus tard qu'hier, donc je disais que j'ai vu une présentation où Loïc Agopian du groupe Kering parlait de ce qu'ils ont mis en place, notamment sur le volet économie circulaire. Et on sait que dans le mode de la mode, ça bouge énormément sur ces sujets-là, mais voilà comment la réparabilité des sacs à main, des vêtements, mais aussi éviter que justement ces mêmes vêtements dorment dans des armoires ou voilà et puissent faire plaisir de nouveau à d'autres personnes en évitant de toujours devoir en refaire. Voilà, j'ai trouvé son intervention assez admirable et je serais intéressé de la voir parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'il n'a pas dit qui m'intéresserait d'entendre et je suis sûr que Marie, tu seras capable d'aller chercher à travers tes questions des sujets hyper intéressants. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci Jérôme pour toutes ces recos. Je les prends, j'en prends bonne note et ne t'inquiète pas, je les ajoute à ma to-do list. Tu peux compter sur moi. Pour nos auditeurs et auditrices, sachez que on va enchaîner avec un autre épisode de podcast, du coup un nouveau format que on introduit ici qui s'appelle Quick Win et où on va aborder finalement et on va aller creuser le lien entre l'employé expérience et la customer experience. D'ores et déjà, Jérôme, je voulais te remercier sincèrement pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui pour cet épisode qu'on a pu enregistrer ensemble et tous tes feedbacks. C'était vraiment très intéressant. Je suis ravie de t'avoir accueilli sur le podcast. Merci beaucoup Marine, c'était très très sympa en effet et j'ai passé un bon moment avec toi et merci encore de l'attention portée à Legrand et à sa démarche d'expérience client. Avec grand plaisir Jérôme, à bientôt. Merci, au revoir. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.